2013, Antena, le journal John Ngomboa. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Vous suivrez en fin de journal une page magazine sur l'investissement de la fondation Gettler Family placée dans l'exploitation de l'or à la société minière des Moko-Verendi. Nous sommes là dans les territoires de Watia en province orientale. Nous vous l'annoncions hier et la conférence de la MONUSCO de ce mercredi l'a confirmé. La question de la création d'une zone de sécurité dans la région de Goma et Saké est d'actualité. La conférence du mercredi, de tous les mercredis de la MONUSCO est revenue là-dessus. Et pour en parler avec la presse, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, Moustapha Soumaré, était l'invité du jour. Reportage de Patricia Amouli et David Tembeni. Selon Moustapha Soumaré, représentant spécial adjoint de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo MONUSCO, toute personne ne faisant pas partie des forces de sécurité nationale possédant une arme à feu à Goma et dans les localités de cette ville représente une menace imminente pour les civils. La MONUSCO leur accorde un délai de 48 heures à dater du 30 juillet 2013 pour déposer les armes au siège de la MONUSCO Goma au risque d'être désarmés des forces. L'essence même de la brigade d'intervention, ce n'est pas simplement une armée qui va aller pour combattre comme ça. L'idée, d'abord, premier, dans la résolution, c'est vraiment s'orienter dans le sens de protéger la population. Donc il est clair que les premiers actes qui devraient être posés devraient être de façon très claire marquée par le fait qu'il s'agit véritablement pour la force en général de protéger vraiment les populations. Et dans ce contexte-là, la zone de Goma et de Saké, bien sûr, par rapport à la population et à la population vulnérable qui est, se présente comme étant une zone favorable. Cette opération ne vise pas en particulier un groupe armé. Il s'agit de tous les groupes armés qui peuvent opérer dans la zone. Et l'idée, c'est de demander à ces groupes armés de déposer les armes pour permettre aux populations d'être beaucoup plus en sécurité et permettre dans cette zone qu'il y ait quand même les conditions pour un développement véritable. Nous devons tous ensemble faire en sorte que nous donnons aussi une chance au processus politique qui est en cours et qui a été justement édicté dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération. Cette opération vise à imposer une zone de sécurité qui sera constituée pour la première fois des éléments de la brigade d'intervention de la MONUSCO avec le casque bleu onusien du Nord Kivu. Eh bien, l'ultime lancé aux groupes armés et autres par la MONUSCO pour se débarrasser de leurs armes dans la zone des Goma, c'est toute la presse du monde qui en parle. La preuve, nos confrères des TV5 y ont consacré ce reportage que je vous convie de suivre. L'ultimatum est fixé, 48 heures seulement. D'ici là, les rebelles du M23 doivent déposer leurs armes à la base de la MONUSCO, la force de l'ONU en RDC, et rejoindre un programme de démobilisation. Sans quoi l'ONU prévient, elle pourrait faire usage de la force. Le M23 a tiré sans distinction, y compris avec des armes lourdes, ce qui a provoqué la mort de civils. Le M23 a aussi visé des installations de l'ONU. Au regard des risques encourus par la population civile à Goma et Saké, la MONUSCO viendra en aide à l'armée de la RDC pour instaurer une zone de sécurité dans la ville et dans ses banlieues. La MONUSCO pourrait donner une première mission à sa nouvelle brigade d'intervention. Créée fin mars, elle doit compter 3000 soldats sud-africains, malawites et tanzaniens. Elle a un mandat plus offensif que les casques bleus. Son objet, neutraliser les groupes armés dans l'Est congolais. Le M23 figure en tête de liste. Les rebelles de leur côté ont lancé une nouvelle offensive contre l'armée régulière congolaise le 14 juillet dernier aux portes de Goma. Ils refusent de désarmer tant qu'un accord politique n'aura pas été conclu avec le pouvoir central. Le M23 est actif depuis mai 2012 dans le Nord Kivu, une région riche et instable près du Rwanda et de l'Ouganda. L'ONU soupçonne la rébellion d'exactions massives à l'encontre des populations civiles, meurtres, viols, recrutements forcés, détentions illégales. Les combats ont aussi fait des dizaines de milliers de déplacés, 5000 rien que depuis la mi-juillet. Selon les experts de l'ONU, le Rwanda voisin a fourni des troupes et une aide militaire au M23. Les États-Unis ont appelé à cesser ce soutien, toujours démenti par Kigali.
Eh bien, comme vous le voyez, les M23 n'ont plus ni bonne presse, ni bonne opinion. En tout cas, les porte-paroles de la MONUSCO l'ont aussi confirmé ce mercredi. Patricia Mouli, David Tembeni. Le commandant des forces de la MONUSCO a publié hier un communiqué créant une zone de sécurité à Goma et Sake afin de protéger la région peuplée. Les porte-paroles militaires de la MONUSCO est revenu sur l'information au cours de la conférence hebdomadaire de la mission. Il a toutefois rappelé à la presse que la situation sécuritaire à Kibati est stable. Au front, les FARDC observent une trêve depuis 10 jours. Nous avons aussi dans la ville de Goma des gens qui ont besoin de protection parce que n'oubliez pas que l'objectif militaire qui puisse avoir un rendement ou un impact en tout cas visible, c'est bien la capture de Goma par le M23. Nous allons mettre Goma hors de portée des tirs du M23 dans un premier temps. Dans un deuxième temps, renforcer la sécurité des populations et des camps de déplacés, mais aussi du personnel et des installations des Nations Unies. La brigade entre en action dans une composante globale qui est la force de la MONUSCO, sous un mandat, une mission et une seule force. Les humanitaires ont besoin de 3 millions de dollars américains pour venir en aide à plus de 22 000 enfants malnutris, 1500 femmes enceintes et allaitantes au Katanga. Et toute cette pression, on attend qu'elle converge et qu'elle débouche aujourd'hui au cours du sommet de la CIRGL qui se tient à Nairobi, sommet pendant lesquels la question de la RDC va se trouver au cœur du débat de manière davantage soutenue que de plus en plus les agressions sexuelles ont augmenté de façon alarmante dans la province agitée du Nord Kivu, et ceci suite à un rapport publié par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Nora Olondo pour les commentaires. Les statistiques rassemblées par le HCR au Nord Kivu montrent une hausse alarmante cette année des actes de violence sexuelle contre les femmes et les filles dans la province et particulièrement du viol. Le HCR précise que 705 cas de violences sexuelles dont 619 viols ont été recensés depuis janvier. Sur ces 705 agressions, 288 ont été commises sur des mineurs et 43 sur des hommes. Des chiffres officiels de l'ONU donnent d'autres preuves de la menace croissante que risquent les femmes et les filles, souligne le HCR. Il montre que les cas de violences sexuelles recensés au Nord Kivu ont grimpé de 4689 cas en 2011 et à 7075 en 2012. De nombreux cas ne sont pas rapportés. Le HCR craint que les récents combats entre l'ADF, une rébellion ougandaise, et l'armée, ainsi que la reprise de combats entre l'armée et les rebelles du M23 n'augmentent le danger pour les femmes de la région, y compris celles qui vivent dans les camps. Une trentaine de groupes armés sont actifs dans la province du Nord Kivu. Certains sont régulièrement accusés de commettre des exactions contre les civils. Le 22 juillet, l'ONG Human Rights Watch a publié un rapport accusant notamment le M23 d'avoir violé au moins 61 femmes et filles depuis mars. Des soldats sont parfois aussi accusés de viol. La mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC MONUSCO avait recensé au moins 126 femmes violées par les militaires en fin novembre 2012 quand ils fouillaient l'avancée du M23 près de Goma. 2 soldats ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Et puis cette information en provenance de la Commission électorale nationale et indépendante, eh bien, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur l'abbé Apollinaire Moulongo, conduit depuis le 26 juillet 2013 la mission d'observation électorale de la CENI au Zimbabwe. Cette mission rentre dans le cadre de la mission d'observation électorale de la SADC. Le vice-président de la CENI, M. André Mpungwe Songo, participe également à cette mission. Du 2 au 4 août 2013, le président de la CENI participera en Afrique du Sud aux travaux du comité exécutif du Forum des commissions électorales des pays membres de la SADC. Du 4 au 9 août 2013, l'abbé président de la CENI prendra part à l'Assemblée générale des forums des commissions électorales des pays membres de la SADC, dont les travaux se tiendront aux îles Seychelles. Les travaux des groupes thématiques préparatoires au séminaire d'imprégnation et de planification de la CENI se poursuivent en binôme avec la division électorale de la MONUSCO. Ce sont au total 6 groupes thématiques qui ont été
constituée. Retour au pays pour parler de la formation qu'organise l'Institut national de préparation professionnelle. Eh bien, l'INPP a reçu dans ce cadre la visite de la directrice de la division de la sécurité et de l'éducation de l'agence japonaise de développement, JICA, qui a visité mercredi 31 juillet les installations de l'INPP limité. Sylvie Mboula, précieusement Gonzoï. C'est dans le cadre de l'évaluation finale de la coopération entre l'Agence japonaise de développement JICA et l'Institut national de préparation professionnelle qu'une délégation de la JICA, conduite par Madame Azaïna Emi, directrice de la division de la sécurité sociale et de l'éducation au siège de la JICA, a effectué une descente mercredi 31 juillet à l'INPP. Cette visite a commencé au nouveau site de construction du nouveau bâtiment de l'INPP, ensuite dans différents ateliers de formation de cet institut. INPP and JICA, Japanese International Cooperation Agency, et la coopération japonaise ont un projet de 3 ans qui consiste au renforcement des capacités des formateurs de l'INPP. Les équipements ici qui ont été fournis par la JICA il y a environ 30 ans, vers les années 80, et ça fonctionne encore jusque maintenant. J'en suis très impressionné. Nous respectons fermement ce que fait déjà l'INPP et nous sommes très reconnaissants de cette recevabilité. Cette fois-ci, nous sommes venus du Japon pour voir ce qui a déjà été fait dans le projet et voir aussi les défis que nous avons encore à relever. Signalons par ailleurs qu'après cette évaluation triennale, l'Agence japonaise du développement pourra renouveler un nouveau partenariat avec l'INPP pour l'apprentissage des divers métiers utiles pour la communauté. Une délégation de la Fondation Dan Gertler s'est rendue dernièrement en province orientale où elle a été reçue à Kisangani par le gouverneur Jean-Bamanissa Saïdi, à qui le président de la Fondation Dan Gertler a expliqué l'investissement que cette fondation consent pour le développement de la province orientale et plus loin de la République démocratique du Congo. Natacha Bomongo, Douzen Belebele, était dans la suite. Bien après la visite de Gertler Family Foundation et la presse quinoise dernièrement à l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani dans la province orientale, la délégation venue de Kinshasa a été reçue par le gouverneur de la province, Jean-Bamanissa, dans la salle de conseil des ministres au gouvernorat. Pendant cet entretien, le président de la fondation Gertler, Peter Debout, a présenté au gouverneur de la province le canevas de cette tournée effectuée dans différents sites des activités menées par Dan Gertler pour l'intérêt de la population boyomaise. Le groupe Fleurette, qui est un groupe d'investissement qui appartient à M. Dan Gertler. Je suis ici aussi en tant que président de la fondation Famille Gertler. Et j'ai amené avec moi mes collègues. Reconnaissant le bienfait de l'homme d'affaires israélien Dan Gertler dans sa province, Jean-Bamanissa s'est dit satisfait. Nous voudrions encore une fois vous réitérer nos remerciements à M. Dan Gertler, sa famille, à vous, les membres de la Fondation, pour le travail qui a été fait, ainsi qu'au chef de l'État qui a eu l'idée de demander, de planifier cet hôpital au niveau de Kisangani. Après cet entretien, la délégation de journalistes a fait la ronde de la ville de Kisangani pour visiter le grand coin de cette ville, à l'exemple de la chute de Wagenya, pour terminer par le barrage de la Tchopo. Nous vous l'avions annoncé au sommaire, nous reviendrons en fin de journal sur une page magazine un peu plus élaborée à ce sujet. Eh bien, la saison sèche, vous le savez, amène un certain nombre de complications, notamment en ce qui concerne la conservation des aliments à la suite de beaucoup de poussières. Eh bien, il faut être un peu plus regardant sur l'hygiène alimentaire pendant la saison sèche. Magali Sissi vous donne quelques recettes à ce sujet. C'est devenu au fil des années une habitude créée dans la mentalité des Congolais, surtout des Quinois, préparer et vendre la nourriture en pleine route. Seulement voilà, si pendant les saisons de pluie, ce sont les mouches et d'autres insectes vecteurs des microbes qui sont à craindre, durant les saisons sèches, il y a en plus de cela la poussière.
Des restaurants des fortunes appelés communément Malewa pilulent dans la ville et beaucoup ne respectent même pas les règles élémentaires d'hygiène. C'est là sans compter la nourriture préparée et exposée que vendent certaines personnes en pleine rue ou sur différentes artères de Kinshasa. C'est devenu toute une culture adoptée par les vendeurs et par les acheteurs. L'hygiène alimentaire exige de chacun de nous une certaine discipline et une rigueur dans les choix des aliments à consommer. Des maladies des mains sales comme la fièvre typhoïde ou le choléra peuvent être évitées si chaque Congolais prend conscience si ce que nous consommons ne nous suit pas spirituellement. Ça peut toutefois nuire à notre santé physique et causer même notre perte. Sport, nous allons parler du sport au féminin à l'occasion de la journée africaine de la femme qui a été commémorée de manière particulière aujourd'hui au stade de Martyrs. C'est un reportage de Ndaye Ilambweti et Damien Maungu. Célébrée le 31 juillet de chaque année, la journée internationale de la femme africaine a vécu. L'association des femmes dans le sport à Wissa RD Congo a organisé une grande manifestation sportive. Au menu de cette journée, on a noté la présence de plusieurs disciplines, notamment la marche de santé au parquet de la Grande Marmite de Kinshasa, le judo, le karaté-do, l'handisport, l'escrime, tir à la corde, les silikoti, les nzango modernes, les netball, le catch et de la boxe. La présidente d'Awissa RDC, Lili Chimpumpu, et son comité sont heureux de la réussite de cette journée. Au fond de cœur, Awissa remercie toutes les femmes qui se sont disponibilisées aujourd'hui pour faire la réussite de cette manifestation d'aujourd'hui. Nous remercions aussi le ministère de Sport, Loisirs et Arts, qui a voulu aussi être présent et nous encourager dans ce sens. Croyons qu'avec l'appui de tout le monde, du ministère, de nos partenaires et des femmes qui se sont réveillées aujourd'hui, nous allons aller de l'avant et promouvoir le sport féminin au Congo. La cérémonie de ce jour nous rappelle également la femme africaine dans les sports. L'association des femmes africaines dans les sports a vu le jour en 2004 ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ah oui, ça c'est une structure mise en place pour l'encadrement, la protection et la promotion de la jeune fille et la femme en milieu sportif. L'association des femmes dans les sports à Wissa prône l'égalité, l'excellence et le fair play, en faisant la promotion de la femme sportive. Nous allons présent lire à la presse parue ce mercredi à Kinshasa dans une sélection et commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir. Un ultimatum de la MONUSCO contre les détenteurs d'armes, note les dépêches de Brazzaville. Un délai de 48 heures prenant effet à partir d'hier est imposé à toute personne détentrice d'armes à feu à Goma et dans les localités situées au nord de la ville pour s'en délester. Dépassé le 1er août, les récalcitrants seront considérés comme une menace imminente de violence physique contre la population civile. L'observateur qui rapporte la même information précise que le dit communiqué explique que cette opération vise à imposer une zone de sécurité dans la région de Goma, Saké et de constituer pour la première fois des éléments de la brigade d'intervention de la MONUSCO qui travaille conjointement avec la brigade du Nord Kivu de la mission. Et selon le communiqué Renseignes Africa News, c'est depuis la mi-mai que cette région est en proie à des attaques répétées menées par le 1-23 contre les positions de FARDC dans une tentative apparente de progresser sur Goma et Saké. Et de préciser que lors de ces attaques, dont la toute dernière a commencé le 14 juillet dernier, le 1-23 a tiré, y compris à partir d'armes lourdes, causant des victimes parmi les civils. Encore un sommet de la CIRGL sur la République démocratique du Congo. Le Rwanda et l'Ouganda, incorrigiblement, sonnent le phare. Moins d'une semaine après le carte jaune du Conseil de sécurité de l'ONU au Rwanda à l'Ouganda, jugé solidairement coupable de soutenir militairement et financièrement le M23, Kigali et Kampala semblent avoir décidé de
de punir les FARDC qui mènent le jeu sur le front militaire depuis un certain temps. Maintenant que le prémisse d'une nouvelle guerre ougando-rwandaise contre la RDC semble réuni, des signaux forts d'une farouche résistance de la part de l'armée congolaise devraient être envoyés à la direction de nos belliqueux voisins de manière à ce qu'ils se rendent compte que le temps de promenade de santé au Nord Kivu est révolu. C'est hier gel, un sommet de tous les enjeux. L'évaluation de l'accord cadre sera au rendez-vous aujourd'hui à Nairobi sous l'égide de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Zuma, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Grand Lac, Mary Robinson, et du président en exercice de la SADC, Jakaya Kikwete. Terminons cette revue de presse avec Voltaire Kilpi qui dit « Une vie trop facile est une atteinte à la valeur de la vie ». Bonsoir. Nous vous l'avions annoncé en sommaire. Vous allez à présent suivre la page magazine sur l'investissement consenti par la fondation Dan Gertler dans la société minière des Moku Beverendi dans les territoires de Watia, district de Haut-Touélé dans la province orientale. C'est une page magazine proposée par Natacha Bomongo et sur les images de Juzel Belébé. Après les diamants, le cuivre et le cobalt, Dan Gertler lorgne le métal jaune. HC Meko et Mbulambula dans la ceinture de roche des Kilomoto, dans le Haut-Ouélé dans la province orientale, Moku Gold Mines, la société minière privée s'est associée à Sokimo pour devenir Moku Beverendi. Le budget global de cet investissement est de 10 millions de dollars américains, assuré à 98% par le groupe Fleurette, dont 7 millions de dollars déboursés par Dan Gertler, le patron. La valorisation s'est faite par un travail de forage qui consiste à récupérer les roches pour les analyses dans les laboratoires à l'étranger. Si cette première phase est concluante, la deuxième devra s'attarder sur le forage positif vu les observations géophysiques. Expertise avec les géologues où on arrive à mettre des unités de roches, des unités lithologiques à travers ces échantillons-là. Donc cette phase va aboutir à des résultats. Une fois qu'on a ces résultats, on passe à une seconde phase, si les résultats sont positifs et si on comprend bien le modèle géologique, à du forage profond. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Ce sont des forages à diamant. Selon le sondage réalisé, l'impact social et économique du projet paraît rassurant. Au total, 5 cibles, dont 2 réalisées par les hommes de Moku Beverendi. Nous avons commencé par vérifier la première cible qui s'appelle Mbulambula, où on a accès les premiers sondages ARCI, les premiers sondages destructifs, plus ou moins 6000 mètres ont été forés dans cette cible-là. Et nous avons une idée qui nous permet que les travaux peuvent continuer en profondeur. Après la cible de Mbulambula, nous sommes allés à la cible de Kambele. Kambele qui est à 2,5 km de la cible, au sud-ouest de la cible de Mbulambula. Pour dégrossir le terrain des différents sites, la géologie régionale est très importante. Le premier exercice que nous avons fait, nous avons dégrossi le terrain en faisant un inventaire exhaustif des sites d'exploitation des orpailleurs. Mais ces données-là, il y a beaucoup de données géologiques à l'intérieur des puits d'exploitation des exploitations artisanales. Donc, on a utilisé cette information géologique pour la mettre sur carte. Donc, on a recueilli de l'information au niveau régional pour justement avoir une idée générale dans quel contexte géologique. Mbulambula est une ancienne mine belge. Sa roche diffère de celle de la faille Moto, où Moku effectue également des travaux exploratoires. Mais comme le font les orpailleurs, vous voyez que vous aurez des indices d'or. Ici, nous avons les veines de quartz qui sont pyritées et qui sont très importantes pour nous en géologie. Parce que tout ce que nous sommes obligés de faire dans les cartes là, c'est commencer d'abord par les mappings du niveau manuel. Les géologues se dispersent dans la brousse pour chercher ces roches. Sinon, on a ces indices ici, avec les données géophysiques, avec les données anciennes, géophysiques
et OGA. Nous combinons tout pour maintenant planifier les trous de forage. Quand on parle de Faimoto, ce sont ces roches ici que nous recherchons pour avoir de l'or dans pour pousser un peu les projets. Conformément au code minier et à la réglementation en vigueur en RD Congo, un échantillon est destiné au service du ministère des Mines. Tout est donc fait dans le règle de l'art avec le respect des textes légaux pour une finalité d'exploration des 10 millions d'onces d'or. On a les sacs qui sont remplis d'échantillons de chaque métrage de forage ou de puits de prospection. Et ces puits de prospection-là, et ce matériel qui est de la terre est étalé sur des feuilles de tôle parce qu'il a besoin de sécher. On ne peut pas l'analyser de façon humide. On est obligé de le faire sécher. Alors en général, soit on a des fours à l'extérieur, des fours vraiment artisanaux. On utilise ces fours-là, ou alors on les fait sécher à l'air. Sur ces gisements-là, qu'on a fait il y a 5 ans, à 1,50 m, on avait trouvé quelque chose de spécial, on veut monter ça au géologue. C'est-à-dire même dans 5 ans, on doit venir ici, on prend un trou numéro tel, regarde 1,50 m jusqu'à 51, montrez-nous l'échantillon. Et on doit pouvoir vérifier que l'information qu'on a dans nos ordinateurs, sur nos cartes, et correspond bien avec la réalité. C'est-à-dire pour le reste de la durée du projet, et peut-être de la mine, s'il y aura une mine, ça doit rester ici. Pour détecter l'anomalie dans les sites, la société Moku Beverendi se sert d'une houe qui est transportée par un hélicoptère géotech qui permet la détection magnétique et électrique. Moku Beverendi, dans son enceinte, contient un camp de foreurs et un atelier mécanique pour l'habitation des employés, mais également un service de géophysique, de transport, des sécurités, services alimentaires et autres. Le projet emploie 31 sous-traitants et 120 à 150 employés. Dan Gertler envisage de lourds investissements dans l'exploitation si les études s'avèrent concluantes. L'homme d'affaires israélien se caractérise par une fantastique audace, un goût du risque inouï assorti d'une bonne dose d'ambition. Moku prévoit de créer davantage d'emplois dès la première coulée en attirant les paysans tournés vers l'exploitation artisanale. Ainsi, cette entreprise a mis en place une commission de relations communautaires afin d'évaluer les besoins de la population et ainsi intégrer les activités au sein des communautés. Voilà, vous en savez autant que nous. Madame, monsieur, bonsoir et bonne continuité des programmes sur Antenne A, la chaîne de référence.